Bonsoir chers amis, bonsoir, merci d'être venus si nombreux, encore que la personnalité qu'on a invitée le justifie largement. Chers collègues, le Forum Nîmois Charles Gide est heureux de vous accueillir pour traiter d'un sujet d'une grande actualité, celui de ce qu'on peut appeler la crise territoriale de la démocratie. Inutile de rappeler que ce sujet a été largement mis sur la sellette médiatique à l'occasion des manifestations de Gilets jaunes, même si vous y travaillez, vous, depuis beaucoup plus longtemps. Natif de Metz, vous avez fait vos études supérieures à Aix-en-Provence, un DESS, c'était une des étapes à l'époque où j'étais moi-même enseignant et étudiant. Ce n'est plus, ça n'existe plus les DES. Et ensuite, vous avez été admis à l'école des hautes études en sciences sociales, où vous avez passé un doctorat de sociologie. Vos travaux divers vous ont permis de devenir ensuite directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Paris, au CEVIPOF, son centre de recherche politique. Si je ne me trompe pas, vous avez publié 36 ouvrages. Certains collectifs, quoi. Votre fille, qui est présente dans la salle, a dû en subir les conséquences, parce que vous avez beaucoup travaillé. Et vous avez, notamment aux éditions de l'Aube, que vous dirigez. Dans ces ouvrages, vous êtes intéressé d'abord à la paysannerie, voilà quelques titres: Au bonheur des campagnes, L'archipel paysan, Penser la nature, Lettres aux paysans et aux autres sur un monde durable, C'est quoi la campagne? Mais vous avez aussi traité de nos sociétés dans la mondialisation. Être soi, mais ensemble, avec sous-titre L'individu et la mondialisation, Le nouvel âge du politique, Le temps de l'individu-monde, Et si on se retrouvait, c'était également un de vos titres. On trouve aussi dans votre bibliographie des études qu'on peut qualifier de géographie politique, Portrait du Vaucluse, L'esprit des lieux, Ce que région veut dire, Marseille, Le temps d'un projet. Et vous m'avez dit, là, vous m'avez appris à l'instant que vous aviez été de l'Aglo, dans l'Aglo de... Vice-président de la communauté rurale. Voilà. Là, je suis un De Marseille. promis, oui. Après l'espace, vous avez aussi travaillé sur le temps, repenser le temps, le triomphe d'une utopie, la révolution du temps libre. Le moment est venu de penser à l'avenir. Vous avez abordé aussi le sujet des migrations, avec un titre provocateur, Quand la Méditerranée nous submerge. Ça n'a sûrement pas plu à Éric Zemmour, puisqu'il contredit absolument cette soi-disant submersion. Vos deux derniers ouvrages, tous deux publiés en 2019, s'intitulent L'implosion démocratique, que vous avez plus particulièrement choisi pour ce soir, et le tout dernier, Un nouvel âge jeune, devenir adulte en société mobile. Il fait 40 pages, celui-là, je le dis, Voilà. parce qu'il est très petit. Et alors, pour votre implosion démocratique, vous avez d'ailleurs un concurrent prestigieux en ce moment, François Hollande, qui vient de publier un nouveau livre dont il espère sans doute aussi vendre 200 000 exemplaires comme le premier, et son titre est Répondre à la crise démocratique. Il s'intéresse plus que vous, sans doute, aux institutions, alors que votre analyse est plutôt sociologique. La mondialisation, c'est vrai, a décrit nombre de secteurs et d'entreprises dans les pays développés, y provoquant du chômage, même si certains autres pays au nord de l'Europe s'en sortent mieux que nous à ce point-là, en développant mieux leurs exportations. En ont résulté des déserts économiques, des inégalités territoriales évidentes, mais aussi, bien que moins que dans d'autres pays, Antoine, si tu veux bien projeter moindre que dans d'autres pays, des inégalités individuelles. J'ai voulu qu'on projette ces quelques graphiques sur les inégalités. Le taux de pauvreté en Europe, avec une précision, il n'est que de 8% chez nous, en vérité parce qu'il est à 50%. Vous savez qu'on calcule le taux de pauvreté soit en prenant la limite à 50% du revenu médian, soit 60%. En général, chez nous, on parle du 60%. Comme ça fait plus de pauvres. Donc, et le taux à 60% en France, c'est 14,7%. Là, c'est que 8 parce que c'est le taux à 50%. La France, c'est le troisième en partant d'en bas. En gros, ça va pas mal, quoi. Relativement. C'est la quatrième, là, c'est celle-là, la France. Voilà. Il y a Finlande, Pays-Bas, France. Et c'est à 8%. Au demeurant, n'oublions jamais, quand on stigmatise les effets de la mondialisation, qu'en 1960-70, nous étions nombreux à pleurer sur la misère des pays qu'on appelait alors sous-développés. Et nous nous fixions comme objectif, jamais atteint, je le précise, de leur verser en assistance 1% de notre PIB.
Grâce à la mondialisation, à l'ouverture des frontières, ils sont certainement plus prospères que si nous avions effectivement tous acquitté notre 1% de PIB en leur faveur. Des classes moyennes s'y développent, auxquelles d'ailleurs nous vendons nos propres produits, ce qui stimule nos exportations. Et ce qui relativise aussi les hurlements poussés régulièrement contre certains traités de commerce, même si ce n'est pas la panacée. Mais il est quand même vrai que cette mondialisation a fait augmenter notre taux de pauvreté. Donc là, il est passé de 14,4% en 2016 à 14,7% d'après l'INSEE en 2017. Chiffre qui a fait le buzz toute la semaine dernière. La France présente toutefois, je vous le confirme, un des taux de pauvreté les plus bas d'Europe. Seulement, on est ainsi. Un de nos conférenciers, Patrick Veil, mettait, vous vous en souvenez peut-être, récemment, l'égalité comme le premier principe de notre vie nationale, comme aussi le premier composant de notre identité, juste avant le souvenir de la Révolution de 1789. Si je fais ce rapprochement, c'est parce que ce sont, selon moi, deux constituants importants apparemment du mouvement des Gilets jaunes. Je dis apparent car derrière eux, une fois passé décembre 2018, se cachaient, je crois, des buts plus ou moins politiciens dont ont témoigné, toujours selon moi, l'écart entre les listes soi-disant Gilets jaunes aux élections européennes et la liste Rassemblement national. Mais j'évoque cette dernière idée en ayant conscience que vous êtes bien mieux placés que moi, chers collègues, pour analyser ce mouvement des Gilets jaunes et ce qu'il traduit de notre implosion démocratique et territoriale. Et c'est pourquoi je vous cède bien volontiers la parole. Bon, merci Monsieur le Président, chers collègues, puisque nous avons enseigné tous les deux. Bonjour, je suis déjà venu dans cette salle. Certains d'entre vous étaient déjà là, ce qui montre qu'il y a une permanence. Et donc je le fais bien volontiers. Alors, je dirais 2-3 choses en introduction. Au fond, la question qui nous est posée, c'est peut-on faire société dans un monde qui a perdu son futur? Bon, c'est comme ça que je dirais les choses. C'est-à-dire, c'est quoi une société qui n'a pas d'avenir dans son imaginaire, qui ne se le représente pas, et où seulement 3% des gens pensent que nos enfants vivront mieux que nous? C'est évidemment impossible, et 70% pensent qu'on vivait mieux avant. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir connu la France de l'après-guerre, mais ça ne fait rien. On pourrait dire on a perdu notre futur, et ça c'est très compliqué quand on veut construire des projets communs, quand on veut faire communauté, quand on veut bâtir quelque chose, parce qu'au fond on a perdu son futur. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on est dans une société d'individus, c'est ce que je vais essayer de vous exposer, d'individus heureux, dans une société qui ne sait pas où elle va. Mais on n'a jamais, tous nos indicateurs de bonheur de vivre, de bonheur dans les couples, etc., n'ont jamais été aussi bons. Donc on ne peut pas du tout dire que la société s'effondre, on peut dire qu'on est des individus heureux dans nos vies privées, mais complètement désespérés dans ce qu'on a en commun. En commun politiquement, en commun sur la planète, en commun dans l'Europe, etc. Et on est dans un conflit entre une société d'individus et effectivement un commun en crise, et au fond c'est ça le populisme. Le populisme a différentes formes, mais le populisme c'est au fond des individus qui à un moment font groupe autour de quelqu'un qui arrive et qui dit « je suis le peuple ». Certains disent « je suis la République », d'autres disent « je suis le peuple », mais au fond c'est la même chose, c'est-à-dire on est tous perdus, on est une foule, et arrive quelqu'un qui organise la foule. C'est pas un peuple c'est autre chose, un peuple ça a une mémoire, ça a des traditions, ça a le souvenir de la grève des mineurs, le souvenir de la résistance, etc. C'est une construction imaginaire un peuple. Une foule c'est des gens perdus qui sont ensemble, ils sont pas malheureux, mais ils font pas groupe. Et donc arrive un leader, et au fond, Macron, qui est plutôt de mes amis, c'est un populiste démocratique. C'est une forme de populisme, c'est-à-dire il est arrivé, d'ailleurs je lui ai dit, tu es un populiste démocratique, il m'a dit oui, donc je ne cache pas l'origine de mon analyse, mais c'est aussi une forme de populisme. D'ailleurs on voit bien, si vous avez déjà rencontré En Marche dans la rue, c'est que vous avez de la chance, parce que c'est quand même une structure extrêmement gazeuse, il y a des gens, il y a des idées, il y a des électeurs en plus, mais ce n'est pas un parti au sens traditionnel. Donc je dis ça parce qu'on est là-dedans, et qu'au fond les Gilets jaunes, je dirais, si je vais dire qu'une chose, c'est d'abord un signe de désaffiliation. Ce sont des gens qui sont désaffiliés, c'est-à-dire, d'ailleurs il y avait beaucoup de gens divorcés, si vous regardez bien, notamment des femmes, dans des métiers souvent du métier social. Il y avait beaucoup de gens qui étaient arrivés récemment dans le territoire. Moi je suis allé sur un rond-point, il n'y avait personne depuis plus de 4 ans dans la commune. Alors c'est pas vrai partout, mais c'est pour dire que ce sont des gens qui souvent sont venus s'installer,
ont souvent acheté une maison, il y avait beaucoup de propriétaires, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas la grande pauvreté, c'est celui qui avait réussi son projet de vie, qui était de quitter le HLM, de quitter le quartier urbain, de devenir propriétaire dans un lotissement, d'avoir 2 voitures, 2 salaires, et puis ça se désorganise, parce qu'on divorce, parce qu'on se sépare, et surtout parce qu'aujourd'hui, une vie réussie, c'est pas une maison de banlieue avec 1000 mètres carrés et 2 diesels mal isolés. C'est un modèle, le type, il a bâti sa vie là-dessus. Et il a réussi sa vie. Et effectivement, d'un coup, on lui dit, mais t'es nul. Ta vie est nulle. Ta maison, elle n'est pas isolée. Tu roules avec 2 diesels. Et donc, et à la télé, il voit des gens qui font du vélo. On lui met des taxes sur la voiture. Il faut aller travailler en vélo, mon brave. Ben oui, alors, 70% des Français ne peuvent pas faire autrement que d'aller en voiture. Donc, forcément, ils se trouvent un peu coincés. Et donc, effectivement, ça veut dire que c'est des gens qui avaient réussi leur vie et qui, à un moment, parce que la société a changé de projet, leur vie est un échec. Et ça, c'est terrible, parce que quelque part, c'était, comme dirait Sarkozy, c'est des gens qui se lèvent tôt, quoi. C'est des bosseurs. En plus, ils font souvent 1 ou 2 heures de voiture par jour. C'est des couples biactifs. C'est la première génération de couples massivement biactifs. Et en plus, et je finirai là-dessus par rapport aux chiffres, un des éléments centraux de la pauvreté, c'est le divorce. Parce que tous ces modèles sont bâtis sur des couples, et quand on divorce, le cœur de la pauvreté française, ce sont des divorcés. Et donc les chiffres, là, ils sont bien. Moi, j'ai été élu à Marseille, dans les quartiers les plus pauvres de France, et effectivement, il y avait 40% de logements occupés par des femmes seules avec enfants. Ces femmes seules avec enfants, souvent étant peu diplômées, n'ayant souvent pas le permis, etc. Le cœur de la pauvreté est là. C'est-à-dire que c'est une société où les structures ont éclaté, alors même que du coup on est devenus des individus autonomes, heureux, mais quand on est autonome et heureux, ceux qui sont les plus fragiles, ils sont dans la même structure de désaffiliation, sauf qu'ils n'ont pas les codes pour se raccrocher à quelque chose. Et les femmes seules, il y a 42% qui ne touchent pas leur pension alimentaire, et donc on voit bien que c'est le cœur de la pauvreté dans les milieux populaires. Il faut faire attention, dans les milieux un peu intello, tout ça, où on change de partenaire, les ministres, en moyenne, c'est 3 mois pour trouver un nouveau couple. Hein. On a l'impression que c'est toujours comme ça, on change de partenaire, on trouve un partenaire magnifique, il est disponible, il n'y a pas de problème d'argent. Mais dans les quartiers populaires, c'est entre 5 et 15 ans pour reconstruire un couple. C'est 5 ans pour les messieurs, 15 ans pour les dames, et encore pas toutes. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dans le même modèle. C'est-à-dire, ce qui pour les uns apparaît comme une liberté, une multiplication des aventures assez amusant, c'est pareil pour tout le monde. Bon. Alors qu'on est dans le même modèle culturel. Mais il y en a qui n'ont pas les mêmes chances. Et donc, c'est ce que je veux vous dire, au fond, c'est qu'on est dans une mutation du monde qui va à une vitesse qu'on n'a strictement jamais connue. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous savez, Twitter, c'est 2007. C'est le moment où on a réorganisé Facebook. Donc la révolution numérique, en disant que ça a 10 ans, 12 ans, c'est rien dans l'histoire de l'homme. Il y a 4 milliards de gens sur Internet. On a vendu 6 milliards de téléphones portables. Donc on est d'un coup entré dans un immense système de connexion, communication qui télescope le proche, le lointain, etc., qui a complètement bouleversé les liens, y compris les liens de travail, y compris les liens de couple, y compris même avec nos propres enfants qui passent leur temps sur leur téléphone pour raconter à leurs copains ce qu'ils ont fait dans la journée alors qu'ils étaient assis à côté. Bon, c'est en plus pas toujours extrêmement facile à gérer. Mais ce processus-là de lien, qui est en même temps une force, qui fait que, en ce moment, il y a des manifestations partout. C'est sûr que les gens au Liban regardent ce qui se passe au Chili, les gens au Chili regardent ce qui se passe à d'autres bouts, les gilets jaunes ont donné des formes de lutte, on voit bien, ils utilisent le même masque maintenant, ils ont quasiment le même costume, donc il y a une mondialisation des formes d'expression, des angoisses, etc. Il y a de l'autre côté les écolos, les jeunes, tous ces mouvements de jeunes qui sont merveilleux et qui sont partout, qui sont massifs, sauf en France, qui sera encore une autre question. On a beaucoup de gilets jaunes, on n'avait pas grand monde aux grandes manifs écolos, ça pourrait être un sujet de réflexion. On est dans ce moment-là. Pourquoi ? Parce que d'un côté, moi je dis toujours, retenez 2 chiffres dans mon exposé. 4 milliards de gens sur Internet, 60% des bébés hors mariage. C'est ça l'élément central. 60% des bébés naissent hors mariage. Si je vais jusqu'au bout, il y a 68% des bébés en France qui naissent hors mariage. Il y en avait 6% en 1968. Et on est dans les 68% qui naissent hors mariage, il y en a 8% qui sont régularisés après. Les parents se marient. Je vous rappelle quand même qu'un mariage sur 2 s'est fait dans les 5 ans dans les grandes villes. Donc, on est dans une société où les acteurs, 30% des enfants ne vivent plus avec leurs 2 parents. Et ça augmente tous les ans. 30% des enfants ne vivent plus avec leurs 2 parents. Mais ce n'est pas le chiffre le plus significatif. Je trouve vraiment que l'idée qu'on est sorti du mariage, que c'est devenu une institution marginale, alors vu la salle et son âge, c'est pas vrai forcément pour tout le monde, encore que. Mais dans la société générale, aujourd'hui, c'est comme ça. Et on a toujours l'impression, l'autre fois, j'ai fait un truc au Conseil national du patronat, je dis, vous voyez, qui me regardait, je dis, vous savez,
c'est vos femmes et vos filles qui sont comme ça. C'est pas les petites de 68 en mini-jupe. Vous ne vous trompez pas du tout. C'est pas ça le profil. C'est partout, c'est tout le monde. C'est-à-dire que la société a quitté les grands rites anthropologiques fondamentaux. Je prends l'exemple du mariage. Mais je pourrais prendre l'exemple de l'appartenance syndicale, de l'appartenance politique, de la croyance religieuse, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les systèmes historiques pour créer des communautés se sont complètement défaits au nom, grâce à l'éducation pour tous, grâce à la santé, grâce à l'école, grâce à la liberté donnée aux femmes. C'est-à-dire c'est positif en réalité, ce processus. Mais, effectivement, d'un côté, on est des individus désaffiliés. Si vous entendez mal, il faut protester. C'est ce que vous faites. Bon, d'accord, protestez. Ça va. Et donc vous avez ça. Et de l'autre côté, vous êtes 4 milliards sur Internet avec 6 milliards de téléphones portables. C'est-à-dire vous avez la naissance d'une immense communauté qui circule sur la planète, et de l'autre côté, des individus très autonomes, contents de cette liberté, mais du coup, évidemment, à quoi ils appartiennent? Est-ce qu'il y a encore des classes sociales? Est-ce qu'il y a vraiment encore des églises? Et alors, du coup, ceux qui font encore communauté, on les regarde de travers. Je pense notamment aux musulmans. Qu'est-ce que c'est cette manie qu'ils ont d'aller à la mosquée, de prier pendant le ramadan, d'imposer aux femmes, parce que c'est aussi en partie du choix, en partie de la position, mais ils imposent des codes culturels, etc. Et ce qu'il y a, ça aussi, c'est qu'eux, ils font communauté. Et quand vous êtes dans un quartier très populaire, c'est souvent eux qui vivent le mieux, parce qu'ils partagent le couscous, ils se rendent service, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier. Et les autres en face, ils n'ont pas de copains. Donc je veux dire, on est là aussi dans des désaffiliations compliquées. Et donc si vous retenez ça, 60% de milliardaires, 4 milliards sur Internet. Donc comment on a un nous, et on est des individus face à un nous considérable, et ça s'accélère sans arrêt, parce qu'effectivement, c'est cette histoire des bébés hors mariage, c'est-à-dire c'est un nouveau projet de vie. Ça veut dire qu'avant, on cherchait la stabilité. On cherchait les 3 stabilités fondamentales jusqu'aux années 80, le mariage, la propriété et le CDI, ou le statut de fonctionnaire. En gros, il y avait 3 statuts qui produisaient de la sécurité, le CDI, on va dire le mariage et la propriété. Et nous, on est rentré dans une société où ce qu'on désire, c'est la discontinuité. C'est l'aventure, c'est mythique, c'est le déménagement. Un Français sur 2 ne vit plus dans son département de naissance. 10% des Français seulement meurent dans la commune où ils sont nés. 10% des Français meurent. Alors, en partie parce que dans les petites communes, ils vont mourir à l'hôpital. Mais vous vous rendez compte, 10% des Français meurent dans la commune où ils sont nés. Alors qu'on a l'impression, quand on fait de la politique, que c'est toujours les mêmes électeurs, qu'ils habitent au même endroit, etc. Pas du tout. Donc c'est ça qu'il faut avoir. On fait 50 km par jour, par Français de plus de 6 ans, en moyenne, 50 km par jour. Ça veut dire que 60%, 70% d'entre nous ne travaillons pas dans la commune où on est soi-disant citoyen. C'est quoi un citoyen qui ne travaille pas? Est-ce qu'un citoyen, c'est pas quelqu'un qui habite et qui travaille? S'il n'est que résident, c'est plus une mairie, c'est une association de propriétaires ou de locataires. Mais c'est pas ça, être citoyen. Être citoyen, c'est participer au collectif par le travail, par le mariage, par l'école, par un certain nombre de liens. Si on enlève le lien social dans un territoire, le lien de travail, qu'est-ce qui reste du citoyen? Il reste ce qu'on voit, des gens qui crient parce qu'il y a un coq, etc. et tout, dans des problèmes de cohabitation compliqués. Marcel a posé des grands débats. Marcel, c'est le coq de l'île d'Oléron qui a finalement sauvé sa tête de très très justement, mais dans un débat qui a quand même enflammé les médias. Donc c'est ça. On fait ça. Alors pour vous donner quelques chiffres, vous savez, j'adore les chiffres, mais il y a un autre chiffre que j'aime beaucoup, c'est qu'on perd ses parents à 63 ans. C'est-à-dire qu'on perd ses parents quand on prend sa retraite. Historiquement, on perdait ses parents vers 40 ans. Donc en gros, on avait 2 vies d'adultes. On disait toujours, il y a une première vie d'adulte, je prouve que je suis un adulte. C'est le sujet de mon dernier petit livre. Comment je prouve que je suis un adulte? Je prends un travail et je me reproduis. Et en gros, si j'ai un salaire et un enfant, je suis un adulte. Et ça a duré 20 ans. Et les parents mouraient, on héritait. Alors la campagne, c'est un énorme problème d'agriculture, il n'y a plus de succession. Mais dans plein de commerce. Et nous, nous non. Nous, on perd nos parents quand on prend la retraite. Et en gros, on perd tout en même temps, on n'a plus de parents, on n'a plus de travail. Et donc on est là gravement atteint dans ces liens. Et on a eu grands-parents depuis qu'on a eu 53 ans, on est en général grands-parents à 53 ans. Ça veut dire en gros vers 53 ans, on commence à avoir des petits-enfants. Et à la fois c'est très bien, et quand même c'est une charge, c'est compliqué. Puis on prépare, on a ses vieux parents à pousser, regardez la loi qu'on vient de faire sur les aidants. Il y a 10 millions de Français qui occupent tous les jours de vieilles personnes. On a 2 générations de retraités dans beaucoup de familles, où le jeune retraité aide l'ancien retraité. Et les jeunes, il faudrait qu'ils bossent un peu plus pour qu'on ait tous des grosses retraites. Donc il faut aussi voir que la retraite, c'est comme ça. S'il y a 2 retraités pour un actif, ça commence à devenir un peu compliqué en termes d'économie. Donc si vous voulez, tous ces équilibres ont complètement changé. Donc on est des citoyens, mais on ne travaille pas là où on habite. On fait des bébés, mais on n'est plus dans le mariage.
Et effectivement, tous ces systèmes de succession des générations a été complètement bousculé. Et ça, si vous voulez, c'est des choses qui veut dire aussi que la vie démocratique est aujourd'hui gérée par des retraités. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu ses parents et qu'on a perdu son travail ? Eh bien, on se présente aux élections, on gère une association, etc. Et la grande majorité des élus locaux et des responsables d'associations sont des retraités. Heureusement qu'ils sont là. Je veux dire, ils sont le cœur du modèle démocratique. Mais ils sont homogènes, ils sont décalés. Ils ne sont pas nés avec Internet, et voilà, ils ne sont pas écolos de naissance, donc ils ont aussi un système de valeurs qui est celui de la génération de la mienne, quoi. Enfin, je veux dire, ceux qui sont retraités, le président, c'est honneur. Donc continuez ceux qui sont là à travailler parce qu'il faut que ça cotise. Bon, c'est ça qu'il faut. Mais alors je peux vous donner une autre information que je trouve extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on fait 3000 fois l'amour pour faire un enfant. Avant 14, on estime que c'était 150 fois. Alors, vous allez me dire, ce chiffre comme ça, il fait toujours rire. Alors, en plus, c'est rigolo parce que les dames rient et les messieurs calculent. Donc, bon, ça, c'est... Mais, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de se dire que la vie privée a pris une place gigantesque. C'est ça l'enjeu, si vous voulez, c'est que la vie dans les couples, les vies affectives, c'est aussi pour ça qu'on divorce, etc. Parce que, moi, je dis souvent, nous vivons tous comme Louis XIV. On a une vie érotique à peu près comme la sienne. Il commençait avec Madame de la Vallière, elle avait 13 ans, il a fini maintenant, elle n'était pas très jeune, mais enfin bon, il a été extrêmement actif. Il avait des musiciens, l'eau courante, l'eau chaude, le chauffage, enfin toutes choses qu'on a nous, dans nos petits pavillons. On a la télé, lui il avait des danseurs, bon on n'a pas tous exactement, mais en gros on vit comme lui. Et à peu près même dans la petite maison de banlieue, on a tous la télé, on a tous l'eau courante, on a les toilettes plus sur le palier mais dans la maison, etc. Les jeunes ne comprennent pas, mais la salle, ils se rappellent bien encore quand on a fait le débat sur faire rentrer les toilettes dans les maisons. C'était dans les années 60, c'était un grand sujet de société, etc. Donc c'est ce monde-là, si vous voulez. Et en plus, vous gagnez quand même 3 heures de vie par jour. Vous avez gagné 8 ans de vie depuis l'élection de François Mitterrand. Donc vous voyez, 80 ici peut être apprécié par pas mal d'entre nous, mais en plus on a quand même gagné 8 ans. C'est pas entièrement de sa faute, hein, je ne veux pas le donner comme vous voyez. Et on a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. Ça veut dire qu'on est passé massivement d'une civilisation 3 générations à une civilisation 4 générations. Ça veut dire allongement des transmissions culturelles. Ça veut dire qu'on connaît de plus en plus ses arrière-grands-parents et qui vous racontent le monde d'avant. Moi, la guerre de 14-18, j'ai l'impression de l'avoir fait. Mes 2 grands-pères étaient à Verdun, j'ai l'impression de l'avoir été. Quand j'étais petit, il y avait les culs des obus sur la cheminée, en cuivre, là, ils avaient ramené chacun, ils étaient dans l'artillerie tous les deux, ils avaient ramené leurs obus, ils étaient sur la cheminée, enfin leurs obus, ceux qu'ils avaient. Et c'est un monde qui a disparu, mais si vous voulez, aujourd'hui, un immigré, c'est quelqu'un qui a des arrière-grands-parents, donc une transmission culturelle, et qui va en vacances dans le pays d'origine. Les immigrés d'avant, ils avaient, évidemment, regardez les Arméniens qui sont arrivés après les massacres de 1915, ils n'ont qu'une envie, c'est que leurs enfants soient français. Parce qu'ils n'avaient aucune espérance d'y retourner, ils les ont mis dans les écoles de la République, et ils leur disaient, attends, tu parles français à l'école et tu vas dans les écoles de la République. Alors que les nouvelles communautés ont tendance à fabriquer des structures communautaires. Donc si vous voulez, tout ça, le monde a changé, on n'y peut rien, et donc, effectivement, on perd ses parents quand on prend sa retraite. Je ne sais pas comment on dit ici, mais chez nous, quand on parle souvent au marché où je vais, on me dit « tu as des face-talons chez toi ». Alors au début, je n'avais pas compris. Et j'ai dit « c'est quoi face-talons » c'est les petits-enfants en fait. Parce qu'on est content quand ils arrivent et ravis quand ils s'en vont. Parce que si les parents vous les filent trop, à un moment, c'est fatigant. Donc ils appellent ça au marché chez moi, dans le Vaucluse, des face-talons. C'est ceux dont on est content de voir l'arrivée et le départ, quoi. C'est aussi un peu les copains qui viennent l'été chez vous. Oh, je passe dans le coin, t'habites près de Nîmes, c'est tellement chic chez toi, tu veux pas que je te héberge. Donc là, on est en bas. Si vous étiez, je sais pas, moi, à Dunkerque, par exemple, vous auriez moins de visites. Donc, voilà, ça, c'est le fond, si vous voulez. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui a le plus changé, c'est qu'on a fini la conquête de la planète. On a le sentiment qu'elle est trop petite. On connaît ses qualités, son espace, ses problèmes écologiques. On peut de temps en temps se massacrer pour un bout de frontière, comme on l'observe en ce moment entre la Turquie et la Syrie, où on va tuer 1000 personnes. En gros, on avait négocié avant, mais on se dit, bon, il faudrait quand même quelques victimes, on fait une petite guerre, on en tue 1000. Vraiment, les mecs n'ont pas de bol, parce que puis après, on s'arrête. Et puis, on a déplacé la frontière. Mais c'est du bricolage, horrible, mais c'est du bricolage. Par contre, le temps, il n'y a pas de limite. Et on a compris que comme l'espace était clos, la seule chose qu'on pouvait gagner, c'était du temps. Et donc on a allongé la vie, on a investi dans l'éducation, on a investi dans la santé, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Et en plus, on a accéléré la vitesse de toutes choses, la vitesse des déplacements, la vitesse des rencontres. Dans les bars parisiens échangistes, en moyenne, il faut 7 minutes pour choisir un partenaire. Et au bout de 7 minutes, ça tourne, on dit non, changement de partenaire. Il y avait une danse comme ça à une époque, quand j'étais jeune, où on changeait tous les... Voilà, bon.
Et vous regardez par exemple Mythique, par exemple maintenant, aux États-Unis, 30% des couples se forment sur Internet. Nous, on est en réalité à 10%, c'est essentiellement le deuxième couple. Et en fait, ça marche souvent mieux que les autres couples. Parce qu'ils ont fait une étude de marché. Ben oui, ils ont échangé des informations sur la croyance religieuse, la formation, etc. Alors que nous, souvent, excusez-moi, on se met en couple sur quelques éléments d'appréciation fortement subjectifs dont on n'a pas forcément étudié toutes les conséquences. Et donc c'est marrant de voir que les couples mythiques ont un taux de divorce inférieur aux couples qu'on a normaux, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on a appris dans nos générations, dans la rue. Vous voyez, c'est compliqué toutes ces choses, comment ça fonctionne. Et y compris parce que maintenant, il y a de plus en plus de sites de rencontres par religion, par origine géographique, donc vous, ça serait plutôt quelques sites protestants du sud de la Nîmes, quoi. Et donc, effectivement, et du coup, vous avez des gens, vous avez déjà des affinités culturelles, des mémoires partagées, bon, et du coup, ça revient un peu au mariage arrangé des générations antérieures. Donc, c'est amusant de voir comment tout ça fonctionne. Et donc, ce qui est fondamental, c'est que la vie était de 500 000 heures il y a un siècle, et aujourd'hui, elle est de 700 000 heures. C'est ça, les chiffres, c'est-à-dire, on a gagné 200 000 heures d'espérance de vie. Vous voyez, je vous le dis en heures, parce que je vous dirais, on a un âge. Vous direz, vous voyez un vieux, moi je vous dis une quantité, vous n'avez que 700 000 heures. Mais vous avez, nos enfants, sauf catastrophe écologique qui est quand même possible évidemment, les filles vont gagner encore 100 000 heures. Une fille qui est née aujourd'hui à Nîmes, on estime qu'elle va vivre 800 000 heures. Bon. Mais c'est énorme comme évolution. Gagner 200 000 heures en un siècle, c'est 20 ans. Donc c'est ça qui a bouleversé nos sociétés. C'est que si ça s'est produit comme ça, c'est bien sûr, c'est parce qu'on a investi sur la santé, on a investi sur la santé des mères, on a investi évidemment sur l'éducation, donc on a investi sur tout ça. Et donc du coup, cette vie, qu'est-ce que vous en faites? Bon, la durée légale du travail était de 200 000 heures il y a un siècle. Aujourd'hui, elle est de 67 000 heures. Si vous avez travaillé 42 ans à 35 heures, comme mon voisin qui n'a jamais beaucoup travaillé, c'est-à-dire la règle normale, vous avez travaillé 67 000 heures. Donc si vous voulez, même les paysans qui travaillent généralement beaucoup ne dépassent jamais 100 000 heures. Alors qu'il y a un siècle, ils étaient aussi à 200 000, 220 000 heures. On a tous l'impression qu'on travaille beaucoup parce qu'on a une offre de choses à faire qui a explosé. C'est-à-dire vous entrez dans une librairie, il y a 2000 livres, vous voyez devant un cinéma, vous allez dans une agence de voyage, vous allez acheter un petit voyage minable, il y en a 200 magnifiques que vous ne ferez jamais. Donc vous sortez, oh, il y a tout ça que je ne vais pas faire. Donc il y a une telle offre de choses à faire, une telle nombre de télé, vous avez Mythique pour les rencontres sentimentales, bon. Enfin, donc vous avez là une opportunité parce que notre économie est tirée par l'économie du temps libre. L'essentiel de nos dépenses sont liées à nos loisirs, sont liés à nos activités. Promenez-vous dans une rue, les bagnoles, les bateaux, les vélos, on jette 1 200 000 vélos par an en France. Renouvellement, parce que les bicyclettes, il y a des modes maintenant. Vous ne pouvez pas garder un vélo qui a 10 ans, c'est complètement nul. Ça n'a aucun sens, c'est impossible. Moi, mon premier vélo, je l'avais acheté à Emmaüs, j'ai roulé des années avec. On a acheté des vélos à Emmaüs parce qu'on n'avait pas de sous, on a acheté un vélo qui valait rien, qui pesait 300 kilos. Bon. Non, tu vois, tout ça, il faut se rendre compte à quel point ça a changé. Et donc, au fond, dans cette salle, vous avez dû faire 30 000 heures d'études et vous avez travaillé 70 000 heures, on arrondit. Donc, vous avez passé 100 000 heures à travailler, à étudier. Vous avez passé 200 000 heures à dormir, on dort 3 heures de moins que nos grands-parents, par jour. 3 heures de moins par jour, à cause depuis l'invention de l'électricité et de la télévision. Donc si vous voulez, quand vous avez fini de dormir, d'étudier et de travailler, c'est des choses que vous ne pouvez pas éviter, vous allez consommer 300 000 heures de votre stock de vie, de 700 000 heures. Il vous reste 400 000 heures pour faire autre chose. Et si vous prenez le même moment de la guerre de 14-18, il vivait 500 000 heures, il travaillait 200 000 heures, il dormait déjà 200 000 heures parce qu'il dormait 3 heures de plus par jour. Quand il avait fini de dormir et de travailler, il lui restait 100 000 heures. Et on disait toujours 100 000 heures pour apprendre, pour aimer, pour militer, pour mourir. Et bien tout ça, est-ce que vous avez lu Guillaumin? Vous aurez dû lire Guillaumin, La vie d'un simple. C'est un texte écrit par un agriculteur avant ou après la guerre de 14. Je ne sais plus si c'est avant ou après, je crois que c'est après. Il raconte sa vie. Et un jour, son père lui dit, écoute, dimanche après-midi, tu ne viendras pas travailler, trouve une femme. Et il l'envoie à la fête locale, il doit revenir avec une épouse. Il n'a eu qu'une après-midi pour son choix. Mais non, mais aujourd'hui, ça semble absurde, mais je veux dire, moi, la première fois que j'ai regardé, je me suis dit, quand même, il exagère un peu. Mais non, c'est-à-dire qu'on était dans des sociétés, d'abord, où le travail était la vie même, et surtout dans les milieux populaires, on n'arrêtait jamais. Après, on allait couper le bois, chercher l'eau, etc. Comme ça peut être dans certaines sociétés encore du tiers-monde, on a les mêmes situations. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez au fond une vie qui est construite d'abord sur le temps libre, et donc ça veut dire que les valeurs du temps libre dominent la société. Or, le propre du temps libre, c'est qu'on n'y fait pas communauté.
Le temps libre, ce sont des activités personnelles où vous changez. À un moment, vous faites du vélo, après, vous n'en faites plus. À un moment, vous votez Front National, vous dites non, quand même, j'ai exagéré, je vais chez Macron. Et puis, voilà. Et puis, vous allez regarder la télé, et puis à un moment, vous en aurez marre. Et puis, etc., etc. Et c'est-à-dire que le temps libre, d'abord, c'est énormément inégalitaire. Regardez les vacances en ce moment. Il y a des enfants qui sont chez leur mamie à la campagne, dans les maisons secondaires, mais dans les quartiers populaires, ils sont où les gamins? Ils sont enfermés devant la télé toute la journée parce que les parents ne veulent pas qu'ils sortent. Donc il n'y a pas d'égalité. Il y a l'égalité plus ou moins dans les écoles, pour en discuter, mais enfin quand même, tout le monde a droit à l'école alors que tout le monde n'a pas le droit des loisirs. Donc ça veut dire qu'on est dans une société du temps libre qui s'est déstructurée des liens liés au travail. Or, les liens liés au travail, c'est le cœur des sociétés de la révolution industrielle, où on appartient au monde du travail, au monde ouvrier, au monde paysan. Avant, il y avait des appartenances par ordre, par religion. On a construit des appartenances de classe. Ça nous a donné effectivement la société qu'on a connue depuis un siècle, qui a transformé le monde, mais maintenant, on est au bout, on n'est plus là-dedans. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que plus la vie est longue, plus on peut retenter sa chance en permanence. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs chances. Il n'y a pas d'âge pour refonder un couple. Il n'y a pas d'âge pour déménager. Il n'y a pas d'âge pour changer de conviction politique, pour se mettre à la lecture des livres ou abandonner la lecture des livres. Et donc, quand vous regardez par exemple les divorces, c'est toujours les dames divorcent plutôt après le deuxième enfant. Ça commence à trouver, si elles ont un travail, que ça commence à suffire. Les messieurs divorcent plutôt au début de la retraite, en trouvant qu'une dame un peu plus jeune, pour la dernière période, ça serait pas mal. Donc vous avez des visions de la chose, on dit la même chose, le divorce, mais non, ça ne s'inscrit pas dans le même trajet, dans le même imaginaire, etc. Donc c'est tout ça qui explose devant nous à toute vitesse. Et la conséquence, c'est que nous, on a encore dans l'idée, comme la génération d'avant, où on vivait la vie avec des étapes. On allait à l'école, plus ou moins loin, et puis après, le garçon faisait le service militaire, puis après, il trouvait un travail, et puis après, il pouvait accéder à une femme s'il avait de l'argent, etc. Et puis, on disait toujours, quand le fils s'assied au bout de la table, le père peut mourir. Mais encore dans la paysannerie des années 50. Effectivement, quand le fils prenait la main, le père, bon, s'il était encore là, il s'occupait des moutons, et la mamie gardait les petits. Mais je veux dire, on était une vie des étapes. Nous, on est dans des vies d'aventure. On ne sait jamais. Parce que ce qu'on aime, c'est la discontinuité. La société précédente, elle jouait la stabilité parce que c'était nécessaire. Nous, on préfère la discontinuité. Et donc, si on fait des choses dans la durée, n'empêche que tous les jours, on se demande si c'est une bonne idée. On peut rester 50 ans en couple, je ne vous souhaite pas de divorcer, ou on peut garder le même métier, la même conviction, mais on sait qu'on peut changer. Et que si on le fait, c'est parce qu'on choisit. Donc, quelque part, c'est du qualitatif. Et donc, on peut en permanence retenter sa chance. Et Jean Fourastier, que vous avez dû lire, évidemment, qui était 40 000 heures. Absolument. Il disait, on est entré dans la civilisation des vies complètes. C'est-à-dire que dans cette société-là, tout le monde veut vivre tous les âges de la vie. Avant, il y avait des gens, les femmes, par exemple, savaient très bien que la mort en couche était la probabilité très forte. C'est pour ça qu'il y avait plein de vieilles filles et plein de bonnes sœurs dans nos villages. C'était les deux seuls choix qui permettaient d'être vieux. Et donc, c'était les plus vieux, évidemment. Moi, j'ai des tantes qui étaient vieilles filles. Bon. Non, mais c'était des choix qui, souvent, étaient stratégiques. C'était un choix de vivre longtemps. Bon. Il faut voir les choses, on dit toujours les malheureuses vieilles filles. Oui, mais avant 14, c'était un choix qui, ma foi, était une forme de rationalité. Ce qui surprend, vous savez qu'avant 14, il y avait plus de vieux monsieur que de vieilles dames dans les villages. Tellement l'écart était fort à cause de la mort en couche. Alors que nous, on a tous l'impression qu'il y a toujours plus de vieilles dames partout. C'était pas vrai. Donc je veux dire, vous voyez comme tout ça a complètement changé. Et regardez les enterrements, j'adore les enterrements, vous voyez. Aujourd'hui, on raconte la vie des gens. Moi, quand j'étais enfant, on racontait jamais la vie des gens aux messes ou tout ça, parce que les gens la connaissaient. Mais nous, on est obligé qu'il y ait quelqu'un qui vient parler, dire lui, je l'ai connu quand il était à Nîmes, je l'ai connu quand il était l'autre là-bas qui s'est travaillé à Grenoble, etc. Voilà. Et donc, on raconte la vie, parce qu'on en connaît des bouts. Ça montre bien comment ça a changé. Voilà. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce qui a changé, c'est que le temps est devenu notre nouvelle frontière et notre nouvel enjeu, alors qu'avant c'était l'espace. Et c'est ça qui est complet. Et que du coup, l'individu est heureux, parce qu'il vit plus longtemps, parce qu'il a plus d'aventures sentimentales, parce qu'il a plus de choix, etc. Et que même le pauvre, alors il y a une statistique que je sors de temps en temps, mais où je peux me permettre, par exemple, le chômeur, il a plus de relations sexuelles que le travailleur. Il ne faut pas dire les choses comme ça, c'est un vrai scandale, mais tout simplement parce qu'il a plus de temps, vous voyez. Donc, c'est pas pour dire que le chômeur est un objectif, c'est bien malheureux sur d'autres sujets. Mais ne faisons pas comme si, vous voyez, c'est compliqué une société. Et donc, comprenons cette idée du temps. Et du coup, regardez par exemple, la durée moyenne de la retraite d'une dame aujourd'hui, c'est 29 ans. Quand on a donné la retraite en 45, on s'est demandé à quel âge. Et on a regardé l'âge moyen de la mort de l'ouvrier. C'était 66 ans et 3 mois. Donc on a dit, bon, on a la retraite à 65 ans, comme ça, celui qui n'est pas mort, il a eu une petite rouette. Mais aujourd'hui, une femme ouvrière, elle a 29 ans de retraite.
Alors, tant mieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus du tout dans les mêmes équilibres. Et c'est marrant, dans les débats sur la retraite, quand on dit des choses comme ça, on se fait presque injurier. Je dis, mais attendez, je suis désolé, c'est pas un choix. On peut discuter où on prend l'argent, mais c'est génial de vivre 29 ans alors qu'avant c'était 13 mois. Donc, mais discutons-en, tout peut être s'adapter. C'est-à-dire, on a tellement réussi notre société, c'est ça qu'il faut dire. On a réussi en espérance de vie, on a réussi en liberté sentimentale, on a réussi dans le salariat des femmes, où l'égalité homme-femme est loin d'être sortie de la terme culturel du patriarcat, mais en termes économiques, la place des femmes a profondément commencé. Il y avait 50% des femmes salariées en 1974, on doit être à 83% aujourd'hui à peu près. Donc on voit bien l'évolution, elle est absolument considérable. Alors, après, on peut regarder l'autre côté, c'est-à-dire la partie qui n'est pas rentrée dans tous les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, c'est-à-dire qui font qu'effectivement, dans cette société-là, il y a évidemment des pauvres, des malades et des exclus. Mais il faut bien regarder qui. Vous voyez, l'autre jour, il y a un film que je vous conseille d'aller voir, c'est le film Territoire zéro chômeur. C'est extrêmement intéressant. Pourriez-vous le passer? Il est très très bien fait. Vous savez, le Territoire zéro chômeur, c'est on dit, un chômeur, ça coûte 18 000 € à la société par an. Si l'État donne 18 000 € à une association, elle embauche le chômeur, il faut qu'il trouve le complément. Et le but, c'est qu'il trouve effectivement 30% du budget. Donc, en gros, au lieu de coûter 10 € de l'heure plus les charges, il coûte 4 € de l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme métier pour 4 € de l'heure? Il y a des gens qui produisent pas plus que 4 € de l'heure. Et comment on l'utilise? Au lieu de filer de l'argent pour qu'ils restent chez eux en fin de droit, etc., on leur trouve des boulots qui valent 4 € de l'heure. Et du coup, il a un travail et on fait le complément. Tout le monde ne produit pas pour 15 € de l'heure, parce qu'en gros, 15-16 € de l'heure, si vous prenez le travail plus les charges sociales, on doit être même à 17-18. Et donc, comment on arrive à ça? Et bien, ça, c'est tant de réflexion, si vous voulez, c'est évidemment des enjeux tout à fait importants par rapport au chômage. Voilà. Donc, retenez tout ça, et retenez que les deux codes culturels qu'on a inventés depuis la guerre pour transformer ce temps, on a inventé deux choses extraordinaires. C'est la télévision. Vous passez 100 000 heures devant un écran dans votre vie, alors vous avez passé 70 000 € au travail, 30 000 heures à l'école. Bon. Et quand on me dit, pas moi, je dis plus tard. Parce que l'essentiel de la télé, c'est la fin. C'est pas le début. Même si nos gamins, il faut leur taper dessus, il faut leur taper dessus gentiment, enfin les retirer du poste en permanence, mais c'est quand même beaucoup la fin. Donc, mais ça donne aussi des masses. Donc la télé structure la société. Regardez, c'est dans l'air. 1,5 million de spectateurs. C'est politique, 1 million. Le journal d'Arte, 1 million. Même Calvi, 300 000, puis d'autres émissions. Mais rien que ça. Moi, je sais que j'essaye de faire 1 million de téléspectateurs par mois. C'est mon objectif. Et c'est incroyable de parler tous les mois à 1 million de personnes. Et de développer ce que je dis là. Alors, bien sûr, c'est en partie les mêmes. Hein, je suis pas... Mais c'est surprenant. Parce que moi, je vois dans mon village, c'est pas tout le temps les mêmes. C'est dans l'air, c'est un public. Mais mon garagiste, une infirmière, les petits vieux dans la maison de retraite. Ah, vous avez la télé. Alors, je sais qu'est-ce qu'ils regardent, parce qu'eux, ils savent pas, mais moi, je sais, comme je passe sur tous les trucs, je regarde, je sais qui regarde quoi, finalement. Et, par exemple, Arte, il y a autant de gens, mais jamais personne dans mon village m'a dit, je t'ai vu Arte. Ça n'existe pas, ça. C'est pas du tout les mêmes codes. Bon. Donc, c'est ça, la télé, et l'autre côté, l'autre activité, c'est le temps libre. C'est le temps libre, c'est le tourisme, c'est toutes les économies du loisir. Et dans nos régions, c'est ça qui a transformé, qui les transforme à toute vitesse. En Provence, quand j'étais enfant, on était 2 millions, maintenant on est 5 millions. Et ici en Languedoc, vous êtes en train, enfin plus en Languedoc, excusez-moi, il faut dire Occitanie, sinon Carole va se faire une crise, mais on est dans un processus d'augmentation parce que nous on est en phase de saturation, parce qu'on a commencé à se peupler beaucoup plus vite. En ce moment, c'est vous qui vous peuplez beaucoup plus vite. Mais ça veut dire qu'on est dans un territoire où la majorité des habitants ne sont pas nés sur place. Et si vous prenez que les adultes, c'est encore plus net, parce que les enfants, ils ont le malheur de naître là où sont leurs mamans, donc ils sont nés là. Mais si vous prenez que les adultes, ce sont des territoires où qui intègre qui? Qui intègre qui? En réalité, les arrivants sont plus nombreux que les natifs dans la plupart des territoires ici. Donc comment on construit de l'intégration et comment on arrive à créer du vivre ensemble là-dessus. Donc si vous voulez, retenez ça, moi c'est l'angle que je prends, c'est-à-dire l'augmentation du temps qui est une bonne nouvelle, à bouleverser l'ensemble de nos liens et à déstructurer les liens structurés par le travail parce qu'on est devenu mobile. En gros, un collègue de travail, c'est plus un copain du soir, il y a 50 km de trajet. En gros, il est licencié, il disparaît. On ne le croise plus, là il n'y a plus la maison du peuple, on n'est pas dans le même quartier. Les gens, vous regardez par exemple en Ile-de-France, la plupart des gens, comme tout le monde est allé au collège, les gens habitent autour de la carte scolaire. Ils se sont mis en couple autour de la carte scolaire. Et l'Île-de-France, je crois que c'est à peu près la moitié des gens qui vont travailler à pied. Alors que quand vous en entendez parler, vous avez l'impression que tout le monde se précipite en voiture. Non, simplement la société, il y a plein de gens en Île-de-France qui ne vont jamais à Paris. En tout cas, jamais à Paris-Centre. Alors qu'on a une vision, nous évidemment, quand on va à Paris, c'est pour aller au centre.
On va rarement à Paris pour aller à Bondy. Enfin, je suis allé une fois, donc j'y retournerai pas régulièrement. Bon, mais donc, c'est tout ça qui est en train de se passer. Et donc, ça a entraîné une culture de la mobilité qui s'est glissée dans l'allongement du temps, qui se glisse dans le fait qu'on change de partenaire, de lieu. Vous savez, la mobilité, on la mesure en kilomètres, et je vous ai dit 50 kilomètres. Mais dites-vous qu'on est passé d'un monde sédentaire à un monde mobile. La mobilité, c'est dans les couples, la mobilité, c'est dans les convictions, c'est dans le territoire. Et c'est l'ensemble de ces processus. Et se dire aussi qu'il y en a qui ne sont pas mobiles. On oublie toujours ceux qui ne sont pas mobiles dans les différentes choses. J'ai pris l'exemple des couples. Moi, là où j'étais élu, très honnêtement, les jeunes filles qui ont eu des bébés très tôt, notamment d'origine immigrée, qui n'avaient pas fait d'études, leur possibilité de reconstruire un couple était quasiment nulle, je veux dire, parce que le modèle culturel n'était pas celle-là, je veux dire. Il ne faut pas projeter nos modèles sur ces... On ne vit pas tous dans le même modèle. Et donc, contenez cette idée qu'on est passé d'une culture de la sédentarité qui visait à nous enraciner à une culture de la mobilité, où on considère au fond l'État comme un service, les services publics, etc. C'est des logiques de service. Et alors, comment dans cette société-là on refait du nous, comment on recrée du lien, comment on refait du projet? C'est bien la question qui nous est posée, je vais conclure là-dessus. Mais je voudrais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on fait dans cette société? Si vous voulez, le 19e siècle a été le siècle de la révolution industrielle, c'est-à-dire on a fabriqué des objets en série pour aller vite. Mais le 20e siècle, c'est la révolution de l'éducation des corps. On a fait passer de 10% à 40% les gens qui s'occupent du corps des autres. Éduquer, soigner, divertir. C'est ça les grands métiers. Parce qu'on parle toujours de Jules Ferry, l'hôpital, le tourisme, la culture. Mais aujourd'hui, c'est 40% de l'emploi. Et dans les pays scandinaves, ils sont à presque 50%. Parce que nous, on n'est pas bons, notamment sur les personnes âgées et les petits-enfants. Donc, on voit bien qu'en réalité, la société s'est recentrée sur l'individu, donc l'individu est en meilleure santé, il vit plus longtemps, il a plus de centres d'intérêt, il est plus heureux comme individu, mais pas comme communauté et comme collectif. Il y a à peu près 30% des gens qui s'occupent de la logistique, le commerce, les transports, la sécurité, j'allais dire la politique, ce qui fait qu'on peut circuler en permanence. Il y a à peu près 10% des gens qui s'occupent du sol, que ce soit les agriculteurs, les urbanistes, tous les gens qui emménagent le territoire de la patrie, pour le dire en des termes un petit peu historiques. Et puis il y a 20% des gens qui manipulent des objets, qui les fabriquent, 11, 12, 13%, 6, 7% les entretiennent, etc. Et donc le corps 40%, la logistique 30%, le sol 10%, les objets 20%. Ça aussi il faut l'avoir dans la tête. Et la bataille française aujourd'hui, là, c'est que c'est pas tellement d'augmenter la part des objets, évidemment, puisque c'est l'inverse, de plus en plus, c'est élégant d'utiliser un objet d'occasion. Les gens vous disent, ah, t'as vu le manteau que j'ai trouvé une fois, le fait que le manteau ait déjà été porté est une valeur, alors qu'avant c'était un signe de pauvreté, on le relookait bien, on ne disait pas qu'on l'avait acheté d'occasion. Maintenant, au contraire, c'est, même ma voiture, elle a 10 ans, je viens de l'acheter, mais elle a 10 ans, donc on veut montrer que bon. Donc ça veut dire que le neuf a perdu sa fonction, ce qui est quelque chose d'extrêmement important, ou en partie sur un certain nombre de choses. Donc l'objet n'a plus la même importance, et donc effectivement, le corps prend une importance tout à fait différente. Vous voyez, moi j'aime bien les chiffres qu'on connaît mal. Et donc tout ça, ça fait quoi? Ça fait que nos territoires, pour faire image, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, moi je dis c'est la rencontre du Club Med et d'Haussmann. C'est-à-dire, Haussmann, c'est la ville du 19e, c'est-à-dire l'école, la culture, le travail masculin, et puis la politique telle qu'on la connaît. Et puis nous, on a mis le Club Med. Regardez Paris-Plage. Vous savez qu'il y a 4 millions de types qui vont à Paris-Plage tous les ans, alors qu'ils ne peuvent pas se baigner devant une rivière polluée. Il faut quand même le faire. Nous qui sommes des gens du Sud avec la mer et tout, ou qui allons dans les Gardons, 4 millions de mecs vont au bord de la Seine, ils prennent des douches parce qu'ils ont trop chaud. Et bien ils sont 4 millions. C'est-à-dire, regardez le vélo en ville, regardez tous les débats, et c'est génial. On végétalise la ville, on fait des fermes, etc. On mélange Haussmann et le Club Med. Et au fond, chacun d'entre nous veut le faire pour lui. Et donc, maison avec jardin, avec point d'eau et chien, naturellement. L'idéal, c'est quand même de pouvoir faire un petit barbecue avec les copains. Ou alors le balcon. Et puis, on écoute les émissions agricoles, notamment France Inter le samedi matin, parce que tout le monde veut savoir comment on taille des arbres qu'on n'aura jamais, comment on plante des plantes qu'on n'aura jamais. Mais c'est passionnant. Moi, j'écoute, je mets toutes les radios ont le même type de programme. Et on est tous passionnés pour savoir comment il faut traiter, etc., enlever les pucerons, enfin bon, c'est plein de choses. Et non, mais ça veut dire que tout ça, ça rentre dans la vie urbaine industrielle. Donc, retenez cette image, et retenez une dernière image, c'est que du coup, la révolution numérique, il y a 10 ans, quand elle s'est passée, même les gens comme moi, on s'est dit c'est génial, c'est partout pareil. Tout le monde est connecté. Un jour, tout le monde sera connecté quand on aura généralisé le débit. Eh bien, c'est pas ça qui s'est passé du tout. D'accord, on est tous connectés. Moi, dans mon village, je peux diriger ma maison d'édition, etc. C'est vrai. Avant, c'était calamiteux. Je vous rappelle qu'on a été... Moi, j'ai été mon premier fax, j'ai dû l'acheter en Chine.
Parce qu'en France, c'était interdit parce que l'État avait ses petites boîtes carrées, le Minitel. Et donc les chèques, c'était interdit. C'est pour vous dire que bon, on vient quand même de loin en une seule génération. Mais ce qui s'est passé, c'est que la révolution numérique, quand vous la boostez dans une grande ville, les gens que vous contactez 1 heure après, vous faites business avec. 1 heure après, vous mangez avec eux. Et que vous prenez Manhattan, le cœur de Paris, les grandes villes, vous avez une accélération de la création, qu'elle soit artistique, universitaire ou businessman, tout simplement parce que le contact numérique devient physique immédiatement. Et que ça, si vous habitez sur l'Aubrac, c'est magique, mais quand vous avez un contact à Paris, vous dites, bon, je passe dans 3 jours, est-ce que tu seras là? Je veux dire, bon, et donc on n'est pas du tout dans le même temps. Et donc les métropoles augmentent la création de richesses. Vous savez que les 8 premières métropoles françaises produisent 61% du PIB. 61% aujourd'hui. Et il y a 40% de la population dedans. Et quand je dis ça, j'intègre tous les pauvres de la ville dont la capacité productive est en fait très faible. Donc quand on dit 40% de la population, vous voyez les quartiers nord de Marseille, leur influence sur la créativité numérique de la ville, je ne dis pas qu'elle est inexistante, hein, mais elle est quand même nettement plus faible. Ça veut dire, et ça continue à accélérer, il y a 200 métropoles qui sont en train de réorganiser la planète. Et la question qui est posée à toutes nos sociétés, c'est comment on crée du lien horizontal entre ces métropoles et le non métropolitain. Comment on intègre d'abord la campagne en sanctuarisant les terres agricoles, parce que la terre agricole c'est l'avenir de nos sociétés. Il faut qu'on donne un futur à nos enfants, leur garantissant la nourriture, le chauffage, la production d'énergie et la capture du carbone. Et ça, c'est le rôle des terres agricoles. On prend 1100 hectares par semaine pour construire. Là, avant les élections, la plupart des maires font des lotissements. Les propriétaires fonciers sont contents. Allez hop, faites 50 villas. Et hop, c'est parti. Plutôt que de densifier, de réorganiser, etc. Et donc, tant que les maires auront le pouvoir sur le foncier, on ne s'en sortira pas. Mais il faut créer du lien horizontal pour les transports, du lien horizontal pour l'éducation. Alors, si vous avez un cancer, vous allez courir à la ville-centre. Vous n'allez pas commencer à discuter quand vous avez des maladies graves et tout. Mais même dans le pass culture, je ne suis pas arrivé à obtenir que le transport soit inclus dans les 500 € du pass culture qu'on a mis pour les jeunes en place. J'ai dit à la ministre, mais enfin, évidemment, c'est pour les Parisiens ton truc, 500 € c'est bien, mais si je ne peux pas payer le... Ah ben non, c'est un pass culture. Ah oui, la culture et le transport, ça fait partie de la culture. Le gosse du village des Cévennes, il fait comment? Il faut qu'il prenne le bus et tout. Bon. Donc, vous voyez comment? Et donc là, on est dans une nouvelle... Et du coup, les gilets jaunes, c'est quoi? Ben, les gilets jaunes, c'est la périphérie des métropoles qui se révoltent contre les métropoles. Le meilleur exemple, si vous voulez, c'est Bordeaux. Ils ont saccagé le centre-ville. Oui. Ah, moi j'ai dit à Juppé, ben oui, mais t'es pas occupé de ta périphérie. Alors évidemment, c'est très joli. C'était la large périphérie. Hein. Oui, la large. Qui venait casser. C'était les mecs du Médoc. Oui, c'est pas les mecs des banlieues. Non. Les gilets jaunes, c'est pas les mecs des banlieues. Eux, ils cassent autre chose. Il faut dire qu'ils ont une économie de la drogue qui fait qu'ils n'ont pas envie de mettre les flics dans leur quartier. Mais c'est bien l'économie de la drogue. Heureusement qu'elle est là, vous savez. Sinon, vous seriez bien en difficulté. Hein. Moi, je suis pour la légalisation du hashish. Et les sociétés qui interdisent ce genre de choses, ça finit toujours par perdre. Hein. Et d'autant plus que vous avez des quartiers pauvres avec plein de pognon. Et ça, c'est ingérable. Parce qu'un quartier pauvre où il y a plein d'argent, on ne peut plus s'en sortir. À Marseille, on a voulu faire un essai, je fais une petite parenthèse, on a dit aux gens, vous ne pouvez plus payer vos loyers en liquide. Les HLM, terminé, plus un sou. Donc je veux dire, il faut faire attention à la réalité économique des systèmes avant d'arriver. Je ferme ma parenthèse, c'est pas une discussion sur la drogue. Voilà, donc c'est ça que je veux vous dire. Donc, dans les gilets jaunes, c'était, j'allais dire, les prolos réussis du périurbain et du grand périurbain, qui certaines fois avaient même été exclus de la ville. Regardez Montpellier. Pour des gens comme moi qui ont connu Montpellier, quand il y avait encore devant le riche les 4 voies voitures qui passaient, là, quand ça séchait le riche, on était à moitié en fumée. Je reconnais que c'est mieux, mais on sait très bien aussi qu'une partie des milieux populaires de la ville ont été expulsés dans les petites villes, et vous prenez la carte des Gilets jaunes, et d'ailleurs aussi en partie la carte du Front National, ce sont des gens qui ont le sentiment d'avoir été exclus de leur ville. Montpellier est la ville de France où on va le plus souvent à Paris le week-end. Parce que Montpellier est une colonie parisienne. On pourrait le dire comme ça si on veut faire de la polémique. En gros, la majorité je crois que 74% des habitants de Montpellier n'y sont pas nés, alors que 74% des Lyonnais sont nés dans leur ville. Donc vous avez des villes qui ont une capacité endogamique de développement, avec des universités, la mer pas loin, le ski et tout, Paris à 2 heures, ça marche. Lyon, c'est le meilleur exemple de plus belle métropole française. Alors que vous avez ici des villes comme Montpellier, où on a fait une transfusion sanguine de population, il faut dire les choses comme elles sont, avec les problèmes politiques que ça nous pose aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui est en train de se transformer à toute vitesse, qu'il faut essayer de raconter, pour dire que c'est à la fois une société qui marche très bien, et en même temps qui se transforme très bien, sauf que comme on est complètement délié, on est complètement angoissé et perdu. Et les milieux ouvriers pauvres, moi j'ai été élu à Marseille dans le 2e et 3e arrondissement, c'est-à-dire encore près du port, etc. Les gens étaient pauvres, mais ils étaient ensemble. Et ils faisaient ensemble les luttes, les manifestations. Quand on était là avec les signatures pour le Parti communiste dans la rue qui monte, la rue Sainte et tout, je veux dire, il y avait une solidarité, on n'avait pas d'argent, mais on était nous.
On avait la maison du peuple, on avait ce sentiment de refaire le monde, d'avoir un futur, c'était la révolution, on avait une direction. Alors il y en a pour qui le futur c'est le paradis, d'autres c'est le marxisme, d'autres ça peut être autre chose. Mais on avait on était chaud ensemble. On peut être pauvre et chaud ensemble. Et des fois c'est plus facile à vivre que d'être un peu plus riche et tout seul. Et quand vous regardez les Gilets jaunes, énormément d'eux vous ont dit depuis des années, je n'étais jamais sorti de ma télévision. Parce que quand vous êtes dans votre lotissement, vous avez votre voiture, vous ne descendez pas de voiture pour ouvrir le portail. Le portail s'ouvre tout seul, vous n'avez pas dit bonjour aux voisins, vous arrivez, vous avez votre rond-point, pof, il y en a un qui va au travail, l'autre, et puis on va à l'école, au supermarché. On n'a pas choisi d'habiter à tel village. On a acheté 800 mètres carrés ou 600 à une demi-heure, une heure de là où on travaille en fonction des ronds-points et du supermarché. Vous savez qu'on a construit 63 257 ronds-points en France, leader mondial, les Américains 5 000, les Allemands 10 000. On a construit un nouveau territoire, on a détruit l'identité communale, on a détruit l'identité paroissiale, et on a construit une énorme machine. Il y a 16 millions de maisons avec jardin dans ce pays, 16 millions, donc quelques-unes dans les villes et 12 millions d'appartements. Donc il y a beaucoup plus de maisons jardin que d'appartements. Vous dites que la ville domine. Oui, la ville domine, mais c'est quoi qu'on appelle la ville? L'INSEE n'arrête pas d'agrandir les villes. On croit qu'on est tous dans des villes. Oui, ce qui domine, c'est la maison et jardin en réalité. Qu'elle soit à la campagne, qu'elle soit dans le périurbain. Donc on a construit tout ça. Donc si on a construit une société où sur le papier, si vous êtes trop gestionnaire en politique, ce que sont certains politiques, y compris de mes amis, effectivement, vous avez les courbes, vous dites, ah ben t'as vu, ça augmente. Hein. Cette année, on dit, ah oui, les couches moyennes ont gagné 3%. Donc c'est bien. Les très riches n'ont gagné que 1%. Bon, c'est vrai que les pauvres n'ont rien gagné. Enfin, bon, mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est pas ça la représentation des gens. C'est où je vais. Quel est mon chemin? Est-ce que mon enfant, il a envie de ma maison lotissement? Ben, il n'a pas envie. Donc, quand on lui dit, ah ben t'as vu, qu'est-ce qu'on a bossé avec maman? T'as vu, maintenant on est propriétaire. Jamais on avait... Oh, mais t'as vu la baraque dégueulasse que t'as, puis ton diesel il est polluant. C'est comme avec les agriculteurs. Vous dites que les gros paysans, le jour le patron du maïs, il pleurait. Il me dit, mais Jean, mais ma fille elle me parle plus. Elle dit que je suis pollueur. Et le mec il avait 600 hectares, c'est un énorme mec, avec grosse machine et tout. C'est-à-dire qu'à un moment, si le rêve des parents n'est pas le désir des enfants, qu'est-ce que vous faites derrière? Faites rien. Donc, on est dans une société d'individus qui est devenue une foule, alors qu'on était des classes sociales et un peuple structuré. Face à une mondialisation, on voit bien que personne ne gouverne. Quand vous voyez Facebook qui veut même créer une monnaie, maintenant c'est Facebook qui veut gérer même la monnaie. Et qu'on est là-dedans. Et donc le résultat, c'est qu'on a plus de liberté, mais moins de commun. Et donc effectivement, on n'a plus de futur. Parce que c'est le commun qui porte le futur. C'est le fait d'aller ensemble, etc. Et donc, de quoi on va faire? On ne va pas refaire des classes sociales. On ne va pas réhabiter à côté de son usine. D'ailleurs, aujourd'hui, l'enjeu qu'on a, c'est de réimporter. Il y a la moitié de la pollution de la France, c'est de l'importation de produits fabriqués à l'étranger. La pollution, elle est à l'étranger, mais elle compte pour nous. Quand on fabrique une bagnole en Pologne, bon. Donc ça veut dire que notre grand enjeu écologique, c'est de redévelopper chez nous des industries propres pour faire baisser l'empreinte écologique. Tant qu'on importera les produits industriels, on ne s'en sortira pas. Mais aujourd'hui, une usine, ça a 20 salariés. Hein. C'est robotique, c'est hyper moderne, les mecs ils sont habillés en blanc, passent représenter l'usine de papy avec le marteau, qu'on tape comme ça, c'est terminé. Et ça, on a un enjeu, c'est de relocaliser ça. Et on a un gros enjeu, c'est de relocaliser ça dans nos villes. Alors que quand il voit ce qui vient de se passer à Rouen, c'est une catastrophe, parce qu'on a l'impression qu'il faut enlever l'industrie de la ville. 60% des ouvriers n'habitent plus la ville. L'ouvrier a été exclu de la ville. Et donc là aussi, c'est un enjeu de reconstruction des territoires, parce qu'il nous faut des métiers pour les gens intermédiaires, entre les bacs plus 12 et les gens qui font le ménage. Or, dans les territoires aujourd'hui, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, on a un creux dans la chaîne des métiers, des compétences et des revenus. Or, il est clair que pour faire une société, il faut des gens qui gagnent entre 1500 et 10 000 euros, 20 000. Mais s'il y a un creux entre 3 et 6 000, ça ne marche pas, pour le ménage. Hein. Donc là, on est dans ce genre de choses. Et donc, au fond, c'est ça que nous ont dit les Gilets jaunes, c'est ça, au fond, si vous voulez. Macron, c'est un populisme, moi je dis souvent, c'est les commissaires aux comptes qui ont pris le pouvoir. Il n'aime pas trop, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est-à-dire, en gros, ce sont des gestionnaires compétents qui se sont mis ensemble parce qu'ils en avaient marre, qu'avant de décider si on faisait tel équipement, on demandait au type qu'est-ce qu'il pensait politiquement, etc. On n'arrivait plus à discuter d'un sujet en lui-même. Et donc, regardez les 300 000 gamins qu'on a mis dans des classes dédoublées. C'était quand même pas le bout du monde. Alors on dit oui, mais ça, d'accord, c'est bien. Ah, mais d'accord, mais bon, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est essentiel, parce que dans les quartiers populaires, l'éducation des enfants, c'est l'avenir. Donc, c'est absolument central. Donc, comment on fait ces choses-là? Et donc, je vous donnerai une perspective positive à la fin. C'est quoi, au fond,
tout ça. On m'a dit tout à l'heure, c'est vrai, tu es devenu pessimiste. Avant, on me disait toujours, je suis un sociologue optimiste. Oui, parce que moi, je vois tous les changements de la vie. Ce que je vous raconte là. Je vous raconte, c'est la majorité. 76% des gens disent qu'ils sont heureux dans leur couple, dans leur travail, dans leur quartier. Alors, on est même passé à 82% ce mois-ci. C'est le pic de cet indicateur que j'ai toujours suivi depuis très longtemps. On a rattrapé les Allemands en termes de bonheur individuel, dans le travail, dans le couple et dans le lieu. Donc, ne nous trompons pas, les gens ne sont pas massivement malheureux. Il y a des malheureux, il y a les pauvres dont on a parlé, encore que c'est toujours pareil. Regardez quand on a augmenté le SMIC l'année dernière. Pourquoi on n'en a pas augmenté le SMIC, mais augmenté la prime d'activité? Parce que le tiers des smicards sont en couple avec quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Et que donc, ce qui compte, c'est quand même le revenu du ménage. Et en France, on calcule toujours par salaire. Ce qui compte aussi, c'est si vous êtes propriétaire ou pas. Quand vous regardez les retraités, ils gagnent légèrement plus que les actifs, mais surtout, ils sont massivement retraités. Propriétaires, excusez-moi. Donc, on sépare. On donne le taux de pension, mais on ne dit pas combien d'entre eux à côté ont un loyer. Notamment parce qu'ils ont perdu leurs parents à 63 ans et que donc, comme ils avaient déjà une maison, ils en ont hérité d'une deuxième, donc ils l'ont louée. Et évidemment, avant on attendait souvent que les parents soient morts pour s'installer, excusez-moi. Bon, maintenant on l'a déjà acheté, donc on a fini de rembourser, donc on loue. Donc vous voyez, en France on est incapable on se raconte aussi un peu des histoires. Et au fond, on est entré dans une phase populiste, qui est la phase, c'est pas le retour du fascisme, c'est autre chose, c'est qu'on est une société d'individus où il n'y a plus de commun. Donc si quelqu'un arrive et propose un commun, il nous rassure. Et donc ça marche. Logiquement, les populistes gagnent. Ils sont en train de gagner partout, c'est quand même un peu réaliste. Aller à Moscou, aller en Turquie, aller aux États-Unis, aller sans parler des pays d'Europe, sans parler chez nous de l'extrême droite et de certains mouvements d'extrême gauche. Donc, on est là. Moi, l'autre jour, je me suis affronté à 300 gilets jaunes, excusez-moi, j'étais stupéfait, quoi, en me disant, mais les élections, ça sert à rien, il faut les supprimer, le peuple a qu'à décider tout seul. Ils étaient 300, je me suis permis de demander lequel allait prendre la décision, mais j'ai vu qu'il ne fallait pas que j'en étais au 3e étage, j'ai préféré prendre l'escalier. Donc, les choses, si vous voulez, sont comme ça. Mais il y a un espoir. Et alors, l'espoir, c'est le réchauffement climatique. Parce que, si vous voulez, le réchauffement climatique ne sera solutionnel que si on fait tous commun ensemble pour lui trouver des solutions. C'est-à-dire que le local, les communes, les nations, les continents, le monde, si on ne prend pas en charge ensemble la lutte contre le réchauffement climatique, on est sûr qu'on va tous mourir. Donc si vous voulez, c'est une situation tout à fait originale où au fond, la question de la maîtrise de notre maison commune, la maîtrise de la nature, devient ce qui nous rassemble. Avec deux logiques différentes. La première, c'est la COP21, c'est-à-dire la première, c'est de dire comment on bloque à 2 degrés le réchauffement climatique. Bagarre difficile. Mais le deuxième, c'est de dire comment on vivra avec 2 degrés de plus. Vous voyez, par exemple, en ce moment, on travaille avec EDF, l'estimation, c'est que le climat va se déplacer de 500 km en 30 ans. En Europe, dans les pays, dans la zone continentale. Ça veut dire en gros qu'on aura à Lille le climat de Marseille. Pas de quoi mourir, ils ont qu'à arrêter de se plaindre, parce que le climat de Marseille est plutôt sympathique. Bon. Nous, on aura un peu le climat d'Alger. C'est pas tellement les immigrés qui nous font problème, à mon avis, c'est le déplacement du climat de 500 km. On est tout le temps obsédé par les migrations, mais je pense que la migration du climat est beaucoup plus compliquée. Et regardez le bonheur des Russes. Les Russes, ils sont quasiment ravis, parce qu'effectivement, donc tout ça, c'est pour dire, le monde change, le monde ne s'effondre pas. La deuxième question, c'est comment on prépare les gens à ces changements. Et ça, on ne fait rien. La grande angoisse des gens, c'est, tu me dis ça. Alors, par exemple, est-ce que on bâtir à Lille des maisons avec des plus petites fenêtres? Est-ce que les savoir-faire des sociétés du Sud, on les amener au Nord? Est-ce que l'utilisation du blanc, on perd 2 ou 3 degrés quand on peint un immeuble en blanc? Est-ce qu'on va peindre les immeubles en blanc maintenant à Lille? On se met à planter des arbres. J'ai vu que ici, vous venez décider de planter 2 millions d'arbres, je crois. Il faut qu'on plante en France 10 ou 20 millions d'arbres. Parce qu'ils captent le carbone, parce qu'ils font de l'ombre. Un arbre, c'est 3 climatiseurs. Donc je veux dire, si effectivement on produit du frais, on produit de l'ombre, on donne des nouveaux métiers aux agriculteurs, parce que produire du frais, ça devient un métier agricole, comme le vent et le soleil sont en fait des métiers agricoles. C'est pour dire que la solution à l'éclatement social de nos sociétés, à mon avis, ça va être la guerre pour solutionner le climat. Il y aura des morts, il y aura des guerres, ça va être terrible, ça va être violent, faut pas non plus, on n'est pas des bonnes sœurs, faut pas rêver, mais effectivement, il y a des endroits où l'eau va monter, il y a des endroits où il y a des gens des îles entières et des eaux entières qui vont disparaître dans les deltas, donc il y aura des déplacements, etc. Mais on est face à un nouvel enjeu, c'est-à-dire qu'on a construit nos sociétés sur des valeurs politiques au fond, et on a affronté la droite, la gauche, les catholiques, les protestants, etc. Et on ne s'est pas affronté à la nature parce qu'on avait l'impression qu'elle était sans limite. L'enjeu des générations qui viennent, c'est effectivement de construire une société qui veut maîtriser sa nature. Soit ils réussissent pas. Moi, je pense que je ne le saurai jamais, parce qu'il faut compter en siècles.
Mais si vous voulez, l'enjeu, il est là. Et donc, il faut se dire, la guerre climatique est la solution à la crise sociale. Et c'est comment on construit ça. Et à ce moment-là, on va quelque part. Merci. Oui, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, on se posait la question d'une société qui n'a plus l'imaginaire d'un futur. Et ça me fait penser à tes premiers travaux sur le Luberon et sur la Provence, dans laquelle on voyait déjà que ce qui comptait, c'était très largement la capacité des individus, des groupes et des familles et des exploitants agricoles à imaginer leur propre terroir et le repenser à l'avance. Et s'ils n'y parvenaient pas, finalement, ils perdaient le sens de ce que pouvait devenir l'ensemble du territoire, non seulement le leur petit territoire, mais également le grand territoire auquel ils appartenaient. Et que cet effet d'échelle n'était acquis qu'à partir du moment où les groupes avaient un imaginaire de ce qu'ils seraient. C'est un souvenir de tes premiers travaux. Non, mais tu es parfait parce que ça marche. Oui. Vas-y, il faut le remettre, voilà. Oui, non, merci, tu as raison, c'est ce qu'il y avait dans la campagne inventée en 76-77, donc ça n'aura rajeuni ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai. Et en plus, c'est marrant parce que je viens de le relire. Parce que je suis en train de faire un livre de synthèse sur mes travaux agricoles et territoriaux. Je voulais faire un gros livre qui prenait l'ensemble des travaux, qui montrait la continuité de la démarche entre ces analyses-là, qui montrent comment, au fond, dans des communautés rurales, il y en a qui se déstructurent et d'autres non, en fonction justement de ces choses qui ont l'air très simples, de la construction des appartenances, de l'eau, du vent, etc. Et qui fait qu'il y a des territoires qui sont plus aptes à la mutation. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et si tu veux, le problème aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de gens qui n'ont pas ce genre de territoire. Et que, en plus, je pense que la politique locale est restée. Moi, je suis de plus en plus critique de la culture politique locale, des maires, à 86% des hommes, souvent retraités, c'est-à-dire on multiplie des systèmes issus d'un local, alors que la plupart des gens ne sont pas dans ce local-là. Ils sont dans une autre logique. Ils vivent dans la même commune, bien sûr, mais pas dans la même échelle. Donc, ça pose des nouvelles questions à notre démocratie. Voilà. Mais à part ça, je crois toujours qu'effectivement, en ce moment, la connaissance de son local. Moi, je ne comprends pas que, par exemple, le territoire soit pas enseigné dans l'école du village. Je ne comprends pas que les écoles de village ne connaissent pas les exploitations, ne savent pas ce qu'on y fait, c'est-à-dire qu'on ne transmette pas ce savoir à ceux qui arrivent. D'où qu'ils viennent d'Algérie ou de Paris, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on puisse effectivement permettre que cette densité du sol qui construit les cultures, y compris les cultures religieuses, etc., pourquoi il y a des protestants, pourquoi il n'y en a pas, etc., et comment ça influence sur le cadre bâti, sur les cultures agricoles, sur le rapport à l'argent, tout ça. Je pense effectivement qu'on a délaissé cette connaissance intime du territoire. On a construit un territoire de normes, un territoire d'aménagement, de postes, de plus, de machin, et d'une certaine façon, on a déterritorialisé la société. Et qu'un des gros enjeux aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le grand enjeu, c'est le local, et le local, au fond, j'allais dire, c'est la nouvelle classe sociale, si on peut dire les choses comme ça. Mais en sachant que tout est éphémère. Vous voyez, l'autre jour, j'ouvrais le congrès de la Croix-Rouge, et alors devant moi, j'avais une brochette remarquable de gens de plus de 90 ans, et je leur ai dit, écoutez, vous êtes parfaits, vous avez passé votre vie à faire le bien, il n'y a rien à faire. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui veulent venir travailler à la Croix-Rouge, ils vont venir après un divorce, ils vont rester 4 ans, ils vont repartir, ils ont perdu un gosse, ils vont être là pendant 10 ans, et puis ils vont en faire un autre, etc. C'est-à-dire que votre modèle de la stabilité dans le bien doit devenir aussi transformé dans une société de discontinuité. Et c'est exactement la même chose, les appartenances territoriales, les engagements associatifs ou politiques, effectivement, les gens ne restent pas longtemps. Et donc il faut qu'on apprenne à créer du nous, avec des gens qui n'ont pas vocation à rester longtemps, ils vont être faire élire et puis ils partiront à mi-mandat, etc. Puis d'autres vont rester longtemps. Mais il faut que tout ça, on arrive à inventer une façon de gérer le local à des bonnes échelles. En plus, au niveau écologique, le local est un endroit où on peut trouver souvent des solutions. Je veux dire, à la pollution, des solutions à la production d'énergie, etc. En France, on a toujours tout fait d'en haut. On est dans une période complètement différente. Et là-dessus, je te donne un chiffre. Je ne sais pas si vous avez le dernier livre de Jeremy Rifkin. C'est un homme que je suis depuis fort longtemps, et il arrive à un chiffre, il dit quelque chose d'intéressant, il dit quand on saura produire 14% de l'énergie au niveau mondial avec le renouvelable, d'un coup tous les fonds de pension vont basculer sur le renouvelable. Parce que effectivement, il y a un seuil où d'un coup les fonds de pension, qui par définition sont sur du très long terme, puisque ce sont essentiellement les retraités, 14%, ça va suffire pour la bascule. On est déjà en Europe au-dessus de 14% de renouvelable, mais pas dans le monde.
Donc pour que ça bascule, on est là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On va avoir du local et on a des grands systèmes globaux. Et c'est vrai que moi, je fais partie des gens qui pensent que le système d'économie marchande est capable de s'adapter à la révolution écologique, parce qu'à un moment, il y aura intérêt. Et je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut revenir à des sociétés du tout. Moi, je crois beaucoup à la puissance des grands trusts et des grandes entreprises. Mais je pense qu'il y a un moment où la bascule se fait. Mais la bascule se fait à un moment où l'investissement apparaît plus profitable dans le long terme du renouvelable que dans le nucléaire ou dans le charbon. Et que tant qu'on n'est pas... Et donc la bataille, d'abord, elle est de pousser pour arriver près du seuil. Et la deuxième bataille, elle est de créer un local ouvert aux bonnes échelles. C'est pour ça que moi, je rêve, au fond, qu'on revienne aux communes cantonales de 1793, où, en gros, à l'époque, le vrai territoire politique, c'était le canton. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une commune, excusez-moi, en moyenne, une commune, ça a 5 à 7 km de large, on en fait 50 par jour. La plupart d'entre vous n'êtes même pas capable de dessiner les bords de votre commune. Non, vous ne savez pas si vous êtes dans la commune ou dans celle d'à côté. Et en France, on multiplie les bâtiments communaux, les services que l'on a créés. Et du coup, la démocratie, au lieu de monter, on a mis au-dessus de la technocratie. On a mis des communautés de communes, des communautés, il y a des gens qui ne sont pas élus en réalité, et qui ont le pouvoir, mais symboliquement, ils ne représentent rien. Moi, j'ai été conseiller municipal de Marseille. À chaque réunion, il y avait 30 manifestants devant la porte pour des causes différentes. J'étais vice-président de la communauté urbaine, c'est là qu'on avait le pognon. Je n'ai jamais vu un manifestant venir nous voir. Ça n'existait pas symboliquement. Symboliquement, c'est la commune. Donc comment on crée des grandes communes, comment on crée des structures? On est le seul pays d'Europe à pas l'avoir fait. La démocratie, c'est aussi de la technique. Donc se dire, il faut recréer un local qui ait du sens. Vous voyez par exemple, à Montsarclou, la commune, qui doit faire 10 000 habitants, ils ont acheté une ferme. Effectivement, ils nourrissent les enfants de l'école avec leur ferme. Et les enfants vont visiter la ferme. Et du coup, j'allais dire, le poulet qu'ils mangent, ils le connaissent. Alors, tout ne peut pas être comme ça. Vous voyez, les Parisiens, en ce moment, ils sont très branchés sur l'agriculture urbaine. Ils ont raison, c'est génial de développer l'agriculture urbaine, etc. Et l'autre jour, je leur disais, vous savez, à Paris, vous mangez 1 300 000 œufs par jour. Donc, faites attention, vous n'allez pas avoir 1 300 000 poules. Surtout que votre modèle du poulailler, c'est 30 à 40 poules qui coquettent au milieu des champs. Donc, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, il faut avoir quand même aussi une vision de la taille, quoi. À chaque fois, je leur dis, vous mangez 1 300 000 œufs par jour, ils me regardent, ah merde, oui, ça, vous n'avez pas pensé que c'était aussi grave. Ben oui, ils sont 10 millions. Non, si vous voulez, c'est ça aussi qu'il faut faire, recréer des territoires nouveaux. C'est pour ça que je pense que la commune est un peu dépassée. Il faut recréer du local. D'ailleurs, les gens, vous avez un marché, ils s'en foutent que ça soit bio. Si c'est un marché paysan, ils sont contents. Bio local, c'est le même concept en fait. Ouais. C'est je connais le marchand. Ce qu'on cherche, c'est du lien. Honnêtement, soyons honnêtes, le local, souvent, question pesticides, ça doit pas être terrible. Moi, je vois pas qui. Mais on est content parce qu'on connaît le paysan. J'achète toujours mes tomates au même paysan tous les dimanches, etc. Et je veux dire, et donc, et puis quand elles sont pas belges, je dis non, je vais chez le voisin et tout. Le voisin dit ah cette semaine tu es allé chez moi. Je veux dire, on se connaît quoi. Et je m'en fous qu'il soit le bio. Il y en a un qui est bio, mais bon, c'est pas j'y vais aussi toutes les fois, mais enfin c'est plutôt pour rigoler parce qu'il en a qu'un puis il a pas grand chose. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce désir de lieu. Mais pas ce désir forcément de racines, ce désir de transmission de l'histoire des lieux, ce désir qui fait que les gens savent pourquoi telle commune est. Moi j'habite en limite entre le Luberon catholique et le Luberon protestant. Mais c'est intéressant de raconter aux enfants pourquoi il y a cette limite. Pourquoi les catholiques, pendant la guerre de 100 ans, ils ont gardé les grandes communes où il y avait de l'eau, ils ont fait des murs autour, ils étaient forts, ils avaient de l'eau, ils étaient riches. Et toutes les petites communes ont été dépeuplées, parce que c'était des communes pauvres. Après, on a remis des Vaudois, parce qu'effectivement c'était pauvre, ils ont élevé des chèvres, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et après, ils ont été communistes, parce que quand tu es pauvre, autant continuer. Et donc, je veux dire, on est là dans des modèles culturels de transmission qui sont vachement intéressants à raconter. Du coup, le pays change, on comprend pourquoi les villages protestants, comme ils ont été réhabités par des Vaudois qui venaient d'Italie, eux, ils avaient l'habitude de mettre les appartements au premier étage. Donc, les maisons sont toutes avec une terrasse au premier étage, et dessus, il y a les garages, parce qu'on y mettait les bêtes. Non, nous, on n'a jamais eu de vache, évidemment, mais ils avaient gardé leur structure de l'habitat, alors que le pays catholique à côté n'a pas d'étage. L'étage, c'est des chambres, et on habite au rez-de-chaussée. C'est des petites conneries, mais si vous racontez ça aux enfants, vous promenez dans les rues du village, et vous avez autre chose à voir que simplement des maisons. Bon, et donc c'est ça, comment on va reconstruire du local, mais en acceptant le global. Moi, les gens qui sont contre le global, qui sont contre les grandes entreprises, je pense qu'ils sont dangereux, je le dis très gentiment, parce que je pense qu'on a besoin des très grandes trusts pour faire la révolution écologique. Mais on n'y est pas encore. Clairement, il faut pousser encore ce que font les jeunes, ce qu'a fait Greta Thunberg et tout, et c'est très bien. Mais c'est pour ça, moi, depuis que j'ai trouvé le chiffre chez Rifkin, je dis 14% d'énergie, ça va faire la bascule. Il a fait des calculs, moi non, mais je me dis, vous voyez, ça permet de donner des choses. C'est comme quand je vous dis, le climat va se déplacer de 500 km. Pas de panique. 500 km. Bon, alors après, vous n'habitez pas dans les deltas du Nil, vous n'habitez pas à certains endroits, et surtout, il faudrait que ça soit que 500 km. Parce que si ça continue à chauffer, ça va être 1000 ou 2000 km.
Bon, le Sahara central, c'est bien une fois, quoi. Moi, je voudrais conclure par une question. Il y a, ça me turbine un peu, le progrès est venu depuis l'aube des temps des villes. Des villes. Aujourd'hui, on dirait des métropoles. Est-ce que ça continue pas, finalement? Et est-ce que les gens qui ont été représentés par les Gilets jaunes ne sont pas des gens qui auraient dû être urbains, mais qui ne pouvant plus l'être à cause du loyer et du prix du foncier, sont au fond des urbains frustrés, obligés de vivre à la campagne? Mais vous avez été banquier, moi je suis sociologue, alors forcément, on n'a pas tout à fait la même lecture. Il y a en partie du vrai dans ce que vous dites. Mais moi je crois que dans les milieux populaires de l'après-guerre, le modèle de la villa, comme modèle de vie réussie, était très fort. Et rappelez-vous, quand on disait ma bourgeoise, quand on disait ma bourgeoise chez des ouvriers, ça voulait dire la femme que j'ai enlevée de l'exploitation capitaliste et que j'ai mis à la maison. C'est plus forcément le modèle aujourd'hui. Mais enfin, c'était ça l'idée, ma bourgeoise. Je l'ai fait vivre comme une bourgeoise. Et le but, c'était d'avoir une villa. Le lotissement, le périurbain, c'est un projet en soi. Alors, il y a des gens qui sont issus des villes, parce qu'il est évident que plus on est dans des sociétés du numérique, notamment, plus le loyer et le foncier augmente dans les villes, et plus ça va continuer. Parce que la rentabilité au mètre carré d'un avocat international par rapport à un carrossier, c'est pas concurrentiel. Le carrossier, il lui faut de la surface, il fait du bruit et tout. L'avocat international, il lui faut 4 mètres carrés, il fait un chiffre d'affaires gigantesque. Donc forcément, ça fait augmenter les loyers. Donc la question, c'est pas de... Moi, je ne pose pas les choses comme ça, c'est comment on organise une société totalement horizontale. Les grandes entreprises à Paris, en France, elles veulent un siège social à Paris. Mais en fait, elles n'ont pas les moyens de se payer des surfaces suffisantes. Elles ne peuvent pas payer leurs salariés assez cher pour qu'ils habitent aussi à Paris. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que de plus en plus, ils dealent avec une deuxième ville, ils ont, 5 000 m² à Paris et 50 000 m² à Amiens. Et les salariés habitent à Amiens, viennent à Paris jour par semaine. C'est ça le modèle qui est en train de se mettre en place. Regardez la SNCF, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des studios dans les grandes gares de Paris, parce que leurs conducteurs qui sont sur des lignes, la plupart du temps, ils laissent leur famille à l'autre bout de la ligne, et ils dorment à Paris 3 nuits par semaine, mais ils ont leur petit studio, c'est à eux, ils ne sont pas à l'hôtel. Et je crois qu'on va, si vous voulez, avant on avait une résidence secondaire, de plus en plus on a un travail secondaire. On a 2 lieux, y compris les tiers-lieux, y compris tout ça. C'est ça aussi sur quoi il faut qu'on réfléchisse. On a fait une étude, si vous voulez, par exemple, à Normandie avec le président Morin, sur les gens qui venaient tous les jours, sur le lien entre les deux. On pensait qu'il y avait un groupe de gens qui venaient travailler à Paris tous les jours. Ben, c'est pas vrai. Je ne sais pas comment il a fait, il a été policier de la défense, il s'est démerdé pour savoir les numéros de téléphone, comment ils circulaient. Ça m'a un peu surpris, je croyais que c'était interdit. Et donc, il s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de gens, des milliers de gens qui allaient le lundi, et des fois ils restaient le mardi, s'ils n'avaient pas fini. Mais le reste du temps, ils travaillaient à Rouen ou à Caen. Il y en a d'autres qui commençaient la semaine à Rouen à Caen, puis ils allaient le jeudi, et des fois ils avaient prévu de rester le vendredi, c'est encore des affaires. Ils avaient un groupe beaucoup plus gros que ce qu'ils croyaient, de biactifs, de bilieux. Bon. On va beaucoup vers ça. Et donc, si vous voulez, toute cette organisation, toute cette négociation entre les grandes métropoles et les petites... Il y avait Narbonne, par exemple. Une fois, je trouve que je suis dans le conseil du parc de la Narbonnaise. Et donc, je discutais avec les gens de Narbonne. Et ils me disent, qu'est-ce qu'il faut qu'on devienne? Je dis, vous d'abord, vous devriez être la ville de la petite enfance. Parce que ce qui manque à Montpellier, c'est une ville de la petite enfance. Vous n'êtes pas loin, donc garantissez une place en crèche à toutes les familles qui s'installent à Narbonne. Garantissez leur place en crèche tout de suite. Investissez massivement dans les crèches. Les jeunes familles vont venir à cause de ça. D'accord, il y a les trajets. Donc il y a un qui va aller à Montpellier, puis petit à petit le deuxième, il va créer quelque chose sur place. Donc peut-être que plutôt que d'investir vous dans l'industrie, que soyez le complément de Montpellier. Parce que la ville leader, c'est Montpellier. Et que donc la question, c'est comment on articule les métropoles qui vont continuer. Et ne rêvons pas, on croit tous que les métropoles piquent la laine sur le dos, on va dire. On discute avec les gens, on dit les métropoles prennent tout l'argent. Attendez, les métropoles produisent 61% de la richesse. Heureusement qu'elles sont là pour payer nos services publics, nos écoles, elles n'auront point. Parce qu'en plus, si vous voulez, dans les métropoles, ils gagnent plus, mais les loyers sont beaucoup plus chers. Donc, loyer payé, ils gagnent moins en revenu net disponible. Donc si vous voulez, le mythe, après il y a des très riches au milieu, hein, je ne suis pas naïf sur une partie de la riche, je parle des milieux populaires qui gagnent entre 1000 et 2500 euros. Donc on voit bien comment, à Paris, vous ne pouvez pas, un enseignant à Paris, une fois qu'il a payé son salaire, il a quasiment fini de payer son loyer. Donc forcément, comment on organise ça? C'est ça la vraie question. C'est pas de se dire, bien sûr que les grandes villes vont continuer à accélérer, mais en même temps, c'est vrai aussi qu'on peut tout faire partout. Mais pour faire tout partout,
il faut une cohésion culturelle du territoire. Vous voyez, j'étais à Corté la semaine dernière. Et les mecs me disent, pourquoi la Corse ne se développe pas plus? Elle se développe, la Corse. Hein. Je dis, même parce que, vous prenez la Vendée, Dieu sait que la République a tapé sur la tête des deux à peu près autant, on en a massacré pas mal, donc on a un passif qui est quand même un peu chargé. Bon. Sauf que les Vendéens, ils ont une cohésion culturelle extraordinaire. Et donc effectivement, il y a une cohésion de la culture, une cohésion entre le patron et le salarié. J'allais rajouter le curé aussi pour la Vendée. Il n'y a pas tellement de pasteurs. Alors qu'en Corse, qui a confiance dans les réseaux? Qui a confiance dans la chambre de commerce? Vous dites, oui, bon, je vais m'installer à Ajaccio. Bon, mais le mec, le président de la chambre de commerce, il ne vient pas sortir de tôle. À un moment, vous faire du business. C'est-à-dire comment vous créez de la fiabilité quand vous avez une culture forte, et comment cette fiabilité et cette culture forte, avec des stratégies intelligentes d'aide, des personnages innovants, etc., peut faire du développement. Vous allez à Figeac, il n'y a pas de chômage. Vous allez sur l'Aubrac, il n'y a pas de chômage. Ah, vous dire sur l'Aubrac, il n'y a personne, il ne peut pas y avoir de chômage non plus. Mais n'empêche qu'il y a quand même un peu des gens, si vous voulez. Donc, Figeac est un exemple très intéressant, où il se passe des choses à la fois agricoles, coopératives, industrielles, etc. Il n'y a pas de mauvais lieux. Il y a des mauvaises structurations du local. Il y a des lieux sans commun. Il y a des lieux sans affection, j'allais dire, si vous voulez. Et à ce moment-là, ils se cassent la gueule. Mais pour ça que l'exemple des Vendéens et des Corses est tout à fait intéressant. Voilà, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Hein, voilà. Ça fait une chute. On va s'arrêter, on va l'applaudir. Merci beaucoup et bonne fin de semaine.